Pascal de Isaguirre, bonjour. Bonjour. Corsair est toujours vivante, donc c'est bien. Toujours, toujours. Néanmoins, le marché s'inquiète un petit peu dans la mesure où vous êtes en procédure de renégociation, c'est bien ça? Non, vous faites allusion à la procédure de conciliation. Conciliation, Bon, alors, écoutez, les choses sont extrêmement simples. Corsair n'a pas de problème de trésorerie, même au contraire. On a une bonne saison de vente été et les ventes s'annoncent très dynamiques. Simplement, mon rôle en tant que dirigeant de la société, c'est de veiller à la restructuration financière et donc d'améliorer le haut du bilan. Et dans ce cadre, compte tenu quand même du contexte économique dont on reparlera, le fuel, le dollar, j'ai souhaité renégocier ma dette avec l'État. Voilà. Je remarque d'ailleurs au passage que je ne suis pas le seul, parce que je remarque que toutes les compagnies sont bien sûr en négociation avec l'État. Air Austral vient d'obtenir, et je m'en réjouis pour eux, un plan dit en stand-alone avec l'État, avec pas mal d'abandon de dette, pas mal de facilités accordées par l'État. Donc c'est dans ce cadre. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisqu'en fait notre procédure de conciliation, en fait, elle date de la fin 2020 pour le plan de restructuration. Et donc Maître Bourboulou, à qui j'ai fait appel, est en fait en charge d'un mandat de suivi à l'exécution du protocole de conciliation. Donc, je lui ai demandé de m'appuyer, elle a énormément de compétences, et donc pour m'aider à renégocier cette dette auprès de l'État. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Voilà. D'accord, donc aucune inquiétude et tout va bien. On va parler aussi, vous avez écrit avec votre homologue Marc Rochet une lettre un petit peu violente à mon avis. Non, n'exagérons pas, il n'y a aucune violence dans nos propos. Non, et néanmoins, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? De quoi? De cette... Écoutez, ça fait pas mal de temps qu'avec mes collègues, d'ailleurs, autres qu'Air France, bien sûr, nous attirons l'attention sur la politique de surcapacité d'Air France, qui nous apparaît décorrélée de l'évolution des tendances du marché. Voilà. Cette surcapacité d'Air France, elle est destructrice de valeur pour l'ensemble des compagnies aériennes. Bon, à part que nous, évidemment, on ne bénéficie pas d'un soutien aussi massif de l'État, et donc nous avons souhaité à nouveau attirer l'attention des autorités sur cette politique de surcapacité qui nous paraît donc déraisonnable. Ça se traduit évidemment par une dégradation de l'économie de toutes les lignes pour tout le monde, et je ne pense pas que dans la période actuelle, si vous voulez, l'objectif pour le transport aérien, ça soit de faire voler des sièges vides sur des lignes long courrier compte tenu des préoccupations développement durable. Bon, donc nous avons écrit, nous n'avons pas eu de réaction pour le moment, mais nous espérons que nous finirons par en avoir une. Voilà. Justement, vous parlez de places vides. Les tarifs vont forcément augmenter, vous allez y être obligé? Oui, c'est une obligation. Vous savez, le prix du pétrole a pratiquement doublé par rapport à l'hypothèse budgétaire retenue. Le dollar a considérablement augmenté. Moi, mon budget, vous savez, je l'avais bâti avec une hypothèse, 1 euro est égal à 1,1540 $. Là, ce matin, le dollar est passé assez nettement au-dessus de l'euro. Donc, vous savez que les compagnies aériennes payent une grande partie de leurs dépenses en dollars. Le fuel, pour vous donner une idée, en juillet-août 2022, ça représentait 42% des dépenses de Corsair. C'était 27% avant la crise du Covid. Voilà. Donc évidemment, on est forcé de répercuter une partie. Pourquoi une partie seulement? D'abord parce que je vais vous dire, sur les destinations ultramarines, je suis bien placé pour savoir que le transport aérien, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas du superflu, c'est un produit vital de première nécessité qui compte et qui pèse dans le budget des voyages. C'est pour ça d'ailleurs que chez Corsair, on a fait des opérations promotionnelles, mais évidemment, on est obligé de répercuter en partie en tout cas cette hausse des coûts de production, même si cet été, compte tenu de la situation de surcapacité que nous avons dénoncée, on n'a pas vu la concrétisation de ces hausses de prix dans le prix moyen réel que nous avons vendu à nos clients. Parlons un peu plus de Corsair. Vous allez avoir 4 nouveaux avions, c'est bien ça? Alors oui, nous avons déjà introduit dans la flotte 5 appareils Neo entre avril 2021 et mai 2022. Donc une cadence très très forte, et j'ai signé la commande en juillet 2022
de 4 néos supplémentaires. Bon. Ce qui montre que notre situation financière n'est pas si mauvaise, parce que sinon on n'aurait jamais pu procéder à une telle commande d'avion, puisque le leaseur d'avion évidemment nous a audités sous tous les sens, et nous avons dû verser d'ailleurs un dépôt de garantie non négligeable. Ces 4 appareils, ils nous seront livrés en 2024. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 2024, nous aurons une flotte exclusivement composée d'avions de dernière génération. Donc bien sûr, c'est bien mieux pour le client, mais aussi c'est bien plus efficace pour les performances environnementales. Voilà, et une flotte d'un âge moyen de 2 ans qui sera pratiquement une des flottes les plus jeunes dans le monde. Bien sûr. Et donc, ces avions, vous allez les faire voler, bien entendu. Vous avez de nouveaux projets. Je crois que vous vous développez un peu plus sur l'Afrique. Alors, d'abord, sur le programme de l'hiver, effectivement, on se renforce sur les Antilles et sur la Réunion par le nombre de fréquences. Nous sommes très satisfaits de la ligne Province-Réunion, Lyon-Marseille-Réunion, qui connecte également sur Mayotte et sur l'île Maurice, qui marche très très bien, 2 vols par semaine tout au long de l'année. On songe d'ailleurs à augmenter le nombre de vols. Nous avons également lancé des provinces Antilles, du Nantes-Fort-de-France, du Bordeaux-Pointe-à-Pitre, du Lyon-Pointe-à-Pitre. Donc ça, je crois que c'est très apprécié par la clientèle de province. On s'est fortement renforcé sur l'île Maurice avec 6 vols par semaine sur l'île Maurice, tous opérés. Je rappelle que tous nos vols vers l'océan Indien sont opérés en appareil Néo. Nous ouvrons Cotonou. Le premier vol, c'est le 8 novembre. Effectivement, je cherche à me développer sur l'Afrique et donc je suis extrêmement heureux d'annoncer l'ouverture d'un Paris-Cotonou, 3 vols par semaine, vol direct. Voilà. Très bien. C'est ma dernière question. Le ministre Clément Beaune serait en face de vous. Qu'est-ce que vous lui diriez là tout de suite ? D'abord, je l'ai déjà rencontré. Bon, c'est un garçon qui me paraît, en tout cas, très sérieux et très impliqué dans les problèmes. Écoutez, on aura pas mal de dossiers à discuter avec lui, notamment au titre de mes futures, vous le savez, responsabilités professionnelles en tant que président de la FNAM et de la CSTA. Attirer son attention sur l'importance du secteur aérien, qu'il ne faut pas crier haro sur le baudet, parce qu'on a un rôle très important pour la balance commerciale de la France, pour la création d'emplois. Moi, je rappelle que 95% des emplois du secteur aérien français, ils sont basés en France. Donc, on a intérêt à soutenir la construction aéronautique, bien évidemment, mais aussi également tout le secteur des compagnies aériennes françaises. On aura des gros sujets sur la transition écologique et sur la compétitivité du pavillon français. Donc, d'être à notre écoute, mais je pense qu'il l'est déjà. Pascal de Izaguirre, le basque bondissant. Oui, merci beaucoup. On essaye toujours de bondir. Merci beaucoup, Dominique Gobert.